Lorsque l'on se présente, comme je le fais aujourd'hui devant vous, comme avocate, féministe, militante et revendiquée comme telle, on ne peut faire que le constat de ce que, un constat amer, de ce que le fait d'être femme est plus compliqué qu'être homme, quel scoop, qu'être femme étrangère est encore plus compliqué lorsque l'on se présente devant la justice, mais j'aurais pu dire qu'être femme devant la justice est plus compliqué qu'être homme devant la justice. Être femme étrangère l'est davantage. Être femme étrangère et prostituée, n'en jetez plus, c'est absolument mission impossible. Et s'il fallait que je me colle une étiquette sur le dos entre réglementariste, abolitionniste, que sais-je encore, je pense que j'adopterais d'abord le vocable d'égalitariste, avec l'idée de ce que ces femmes étrangères, prostituées, en situation irrégulière, doivent se voir d'abord et avant tout appliquer l'éventail de droits, le panel des droits qui existent mais qui ne sont pas effectifs et qui sont codifiés dans notre code pénal, dans notre CESEDA, bien qu'il y ait beaucoup à dire, je en dirai un mot sur cette question précisément dans un instant, mais sur les droits tels qu'ils existent pour tout un chacun et tout un chacune, et loin est d'être le cas actuellement. Alors, lorsque l'on réfléchit au statut de la victime, parce que c'est de ça dont on parle, et je ne vais pas me lancer dans le débat de la question de savoir quels sont les types de prostitution, lorsque j'interviens, moi, en tant qu'avocate pénaliste, j'ai affaire à un type de prostituée, celle que je vous décrivais à l'instant, et qui est nécessairement victime de réseaux mafieux, victime de l'exploitation sexuelle, victime des rapports de domination, et qui voit le fruit de son exploitation sexuelle capté par les réseaux dont on a parlé toute la journée. Bon. Alors, si on part de ce postulat-là, et que l'on se dit que cette femme doit pouvoir s'adresser à la justice et voir ses droits reconnus, eh bien, on fait ce constat dont je vous parlais il y a un instant, de ce que c'est un parcours du combattant invraisemblable, de ce que c'est une mission impossible, et de ce que, a priori, cette femme-là n'a pas beaucoup de motivation. N'a pas beaucoup de motivation pour sortir de la prostitution. En tout état de cause, nous ne lui donnons pas beaucoup de motivation pour ce faire. L'horreur du quotidien, disiez-vous, bien évidemment, cela va sans dire, on est tous sur cette position-là, et ça pourrait être une première motivation, mais c'est ignorer les moyens de coercition, les moyens de violence, les moyens de captation, les moyens d'intimidation auxquels sont livrées ces femmes, et que ce soit des moyens qui nous soient un peu étrangers, comme les rites voodoo, le juju, etc., on a du mal à appréhender. Et imaginez comment les magistrats ont encore plus de mal à appréhender la réalité de ces phénomènes d'emprise, mais aussi des menaces tout à fait physiques, des paires de baffes, des viols, des coups, j'en passe et des meilleurs, et effectivement des pressions, voire des atteintes concrètes sur les membres de la famille restés au pays et sur les enfants. Donc cet enfer-là pourrait être, l'enfer prostitutionnel pourrait être une motivation, face à la puissance des réseaux, ce n'est pas suffisant. Force est de constater que l'institution judiciaire, l'institution policière, l'institution administrative est d'abord et avant tout vécue comme un ennemi. Que les choses soient bien claires. Et l'institution policière, en premier lieu, est crainte. L'institution policière n'est jamais vécue par ces femmes comme une passerelle possible vers un avenir meilleur, comme une source de droit et d'information, comme une source de protection. C'est bien l'inverse. Et c'est une hypocrisie sans nom que de croire qu'une prostituée va pouvoir s'adresser aux flics du coin pour se renseigner sur la question de savoir si elle a des droits et si elle peut obtenir un titre de séjour. Et la première des choses que le gouvernement doit faire, il s'y est engagé, j'attends, c'est effectivement d'abolir purement et simplement cette hérésie juridique qui est l'article 225-10-1 du Code pénal, qui pénalise le racolage. Passif, actif, on s'en fout, qui pénalise le racolage et qui pénalise donc les prostituées. Voilà, c'est la première hypocrisie qu'il faut éradiquer de notre code pénal. On n'aide pas un fait social en le criminalisant. C'est une aberration.
C'est gentil, mais je suis en colère. Je suis honnêtement en colère. Parce que on ne peut pas faire de grands programmes, on ne peut pas jeter de grandes idées, aussi généreuses et altruistes soient-elles envers ces femmes, sans commencer par la base, à savoir ne pas les traiter comme des criminels. Voilà. Et tant que ça ne sera pas fait, tout le reste restera lettre morte. Que les choses, là aussi, soient bien claires. Deuxième chose, le titre de séjour. Deuxième chose, le titre de séjour. Et effectivement, je trépignais tout à l'heure parce que le titre de séjour est un préalable nécessaire, mais soyons clairs, nous n'aiderons pas non plus ces femmes, ces hommes peut-être, ces transgenres à n'en pas douter, ces personnes, tant qu'elles ne se verront pas délivrer un titre de séjour a priori, uniquement parce qu'elles sont identifiées comme des victimes de la traite des êtres humains. Et soyons clairs, là aussi, les identifier comme des victimes de la traite des êtres humains, c'est pas si compliqué que ça, parce que sur le terrain, les policiers savent exactement qui est qui et qui fait quoi. Donc ces informations, elles sont disponibles, elles sont utilisables. Là, il faut un courage politique pour dire que toutes doivent être régularisées avec un titre de séjour à minima d'1 an et les autorisant à travailler. Si on les prive de travail, que voulez-vous qu'elles fassent? Mais là aussi, ça semble l'évidence même. Pour autant, accrochez-vous, parce que pour l'instant, le texte dit que la préfecture peut délivrer un titre de séjour, c'est une possibilité, mais surtout, la prostituée doit avoir porté plainte d'abord. C'est le bâton ou la carotte. Ce qui veut dire que, mettez-vous à la place d'une prostituée qui sait qu'elle peut être déférée devant un tribunal correctionnel, qui se planque donc pour ne pas être interpellée, et donc à qui on adresserait le discours de ce qu'elle peut aussi aller voir le policier pour porter plainte, et que si elle porte plainte, qu'elle arrive à récupérer une copie de sa plainte, qu'elle est accompagnée par des intervenants sociaux un peu débrouillards et éclairés, ce qui la plupart du temps est le cas, soyons clairs, eh bien elle est susceptible d'avoir un titre de séjour. C'est une aberration. C'est une aberration. Si on veut véritablement lutter contre le phénomène de l'exploitation sexuelle et de la traite des êtres humains, c'est par là aussi qu'il faut commencer. Donc il y a beaucoup de clichés à combattre, hein, d'idées reçues à déconstruire, et il y a beaucoup de travail à faire pour que l'accès au droit, l'accès aux juges soit effectif. Je vous parlais de l'aide juridictionnelle. Mais là aussi, il y a un travail à faire de réforme légale, parce que l'aide juridictionnelle sur ces questions-là, elle doit être de plein droit, sans condition de ressources. Pour un certain nombre d'infractions, pour un certain nombre de procédures, c'est déjà le cas. Vous êtes victime de viol, vous comparaissez comme victime devant la cour d'assises, vous avez une aide juridictionnelle de plein droit, indépendamment de vos ressources, parce qu'on considère que le crime est tellement grave que vous avez le droit de voir vos frais d'avocat payés par l'État. Ça doit être strictement la même chose pour les victimes de traite des êtres humains. C'est d'ailleurs prévu par les textes internationaux, mais il y a une dichotomie un hiatus extrêmement important entre ce qui est prévu par la protection internationale, qui est pas loin de la perfection, et ce qui est prévu par ce qui a été transposé en droit interne. L'indemnisation. L'indemnisation des victimes. L'indemnisation des victimes de traite des êtres humains, et j'allais dire de proxénétisme, c'est là aussi une lutte acharnée, et là aussi il y a un toilettage législatif à faire qui me paraît tout à fait nécessaire. Il a été dit ce matin que dans le champ, par mon excellent confrère, que dans le champ de l'article 706.3 du Code de procédure pénale figurait la traite des êtres humains, c'est-à-dire l'idée de ce que si vous êtes victime de traite des êtres humains, eh bien vous pouvez obtenir une indemnisation de la commission d'indemnisation des victimes, quelle que soit l'étendue de votre préjudice. L'idée de ce que le préjudice doit être réparé nécessairement n'est valable que pour un nombre limitativement énuméré d'infractions, parmi les plus graves, hein, le viol, l'agression sexuelle, les infractions qui ont entraîné une ITT, c'est-à-dire une incapacité temporaire de travail de plus d'1 mois, ou les infractions qui ont entraîné une IPP permanente, une incapacité physique permanente. Bon.
Et puis effectivement, on a introduit, parce que là c'est la législation internationale, c'est le droit international qui le prévoit, l'idée de ce que les victimes de traite des êtres humains devaient être indemnisées pour leurs préjudices. Mais c'est assez récent. C'est assez récent et auparavant, les victimes de proxénétisme, parce que c'est comme ça qu'étaient qualifiés, uniquement comme ça qu'étaient qualifiés ces dossiers-là, eh bien, se voyaient systématiquement refusés, il y a une jurisprudence très bien établie, hein, systématiquement refusée l'idée de toute réparation pécuniaire.